monter en plein écran. Donc voilà, je vous remercie à tous de vous être connectés pour cet e-Trans Connect numéro 4. Voilà, donc le e-Trans Connect, pour rappel à tous, c'est un lieu convivial pour permettre à nos adhérents de se présenter, de présenter leur activité, leur rapport à l'innovation, leur rapport à e-Trans. Voilà, donc nous aurons aujourd'hui la chance d'avoir trois intervenants qui seront messieurs Le Guello de l'Institut de Soudure, le site de Compiègne, monsieur Rebourg de F Initiative et monsieur Bourdi de l'IRT Jules Verne. Alors, juste en deux mots rapides sur e-Trans, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà bien le pôle. Donc, e-Trans, c'est le pôle de compétitivité des mobilités décarbonées et connectées. Alors, e-Trans est un pôle national. Ceci étant dit, nous avons un fort ancrage dans la région Hauts-de-France avec un peu plus de 200 adhérents. En termes de projets accompagnés, plus de 210 projets sur la période 2021-2024. Par exemple, sur cette année 2026, on est déjà une vingtaine de projets accompagnés à mi-parcours et même un peu moins que mi-parcours. Donc là, j'en profite pour vous le rappeler. Si vous avez besoin d'accompagnement de la part du pôle, que ce soit pour, par exemple, identifier des financements dans le cadre de vos projets d'innovation, identifier des compétences, des terrains d'expérimentation, accéder à des plateformes, par exemple, ou encore solliciter notre label, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe opérationnelle. Voilà. C'est également l'animation de notre écosystème avec une vingtaine d'événements organisés sur l'année 2025. Cet e-Trans Connect en fait partie. Le prochain aura lieu, je vais remonter sur le slide précédent, le 26 juin prochain. Donc, vous pouvez le noter dans vos agendas. On est également en train de travailler activement sur notre prochain club innovation. Je vous en dirai un mot en fin de séance. Voilà, et puis bien entendu, toujours notre service de veille à disposition de nos adhérents avec de l'information qualifiée, bien sûr, toujours en lien avec notre thématique de la mobilité. Donc quand je parle de mobilité, je parle aussi bien de ferroviaire que d'automobile, que d'aéronautique. Industrie du futur, filière un peu plus transversale. Et voilà, en quelques mots. Donc, je vais laisser la main à Monsieur Le Guello pour la présentation de l'Institut de soudure. Donc, je vous remercie par avance de couper vos micros. Monsieur Le Guello aura 10 à 12 minutes pour présenter l'Institut. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser à l'issue de la présentation. Voilà, monsieur Aguilleux, je vous en prie, je vous passe la main, je vous laisse partager votre support. Oui, donc je ne sais pas si vous voyez le support. Si. Oui. Alors, on voit, vous pouvez peut-être. Ah, voilà, c'est parfait comme ça. Merci à vous. Allez-y. Alors attendez, hop, peut-être comme ça, ouais. Ça va, vous voyez? Comme ça, c'est top. Ok. Donc bonjour à tous, donc ravi de participer à ce webinaire. Donc je me présente donc Anthony Huguello, je suis responsable d'activité marché à l'Institut de soudure et je vais essayer de vous présenter aussi succinctement possible notre centre Institut de soudure de Compiègne qui est basé à Venette. Donc, c'est un centre d'essai et d'ingénierie en matériaux, mécanique et contrôle en destructif sur structures métalliques et composites. Donc, à l'origine, pour faire un bref historique, c'est un centre, c'est une entité, une émanation de l'Université de Compiègne qui s'appelait AETech, qui était spécialisée dans les missions acoustiques. Puis, c'est devenu Cybernetics, filiale de Technip Energies, avant de passer sous pavillon Institut de soudure début 2025. Donc, le centre dispose d'une équipe d'environ 15 personnes, 2000 m² de laboratoire et un savoir-faire pour réaliser spécifiquement des essais matériaux associant en fait suivi du comportement mécanique et techniques de contrôle non destructif. Donc, les techniques de contrôle non destructif sont ici utilisées en cours d'essai pour monitorer le comportement matériaux en cours d'essai et détecter précocement des défauts, suivre des évolutions des endommagements
et obtenir donc des données importantes sur la performance des matériaux. Par exemple, sur les composites, on est capable de détecter les niveaux d'effort à partir desquels on a des endommagements irréversibles qui apparaissent dans les composites sans qu'ils soient visibles macroscopiquement ou au travers de jauges de déformation. Notre équipe développe aussi conçoit des bancs d'essai spécifiques, donc soit des bancs d'essai mécaniques en particulier, ou des solutions également, ou des dispositifs de contrôle non destructif ou de monitoring. On le verra plus loin au travers d'exemples. Donc les types de prestations réalisées dans le centre, ce sont des essais ou des développements le plus souvent en R&D en association avec des industriels. Donc on travaille pour des clients français et internationaux. Donc, le centre de Compiègne, c'est 3 pôles de compétences qui travaillent en synergie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un centre expert d'abord en contrôle non destructif avec 3 principales méthodes mises en œuvre. Donc, l'émission acoustique, puisque à l'origine c'était AETech, spécialisé en émissions acoustiques, la thermographie infrarouge et les techniques ultrasonores. Donc ça, ce sont des méthodes qui nous permettent de détecter, localiser, caractériser ou monitorer les défauts ou les endommagements qui apparaissent dans les structures lors des essais, donc qui peut être fait en laboratoire ou même pour monitorer des structures sur site. Le centre de Compiègne, c'est aussi un bureau d'études. Il dispose de son propre bureau d'études qui nous permet d'assurer la conception, le prototypage et la fabrication de bancs d'essai ou de machines d'essai spécifiques. Donc, comme je le disais, on est capable de faire des bancs d'essai mécaniques ou des dispositifs de contrôle non destructif ou de monitoring. Donc, on verra des exemples. Et enfin, c'est un centre d'essai matériaux. On est capable donc de tester des éprouvettes, faire des essais sur des éprouvettes, des maquettes ou des structures complètes à l'échelle 1. Donc on caractérise et on qualifie des matériaux de tout type, des métaux, polymères, composites et même des essais sur du bois parfois. Donc au travers, à l'aide de nos moyens d'essai, donc qui comprennent notamment une plateforme d'essai 3 axes, capable d'appliquer des chargements multi-axiaux. On fait des essais statiques, des essais de fatigue de fluage et on peut appliquer aussi divers paramètres, pression, température, avec notamment des essais cryogéniques à très basse température. Donc voilà le schématique d'une demande, du traitement d'une demande client. Donc on part d'un besoin client spécifique et dans le cas par exemple du développement d'un banc d'essai ou pour une qualification particulière d'un matériau, on est capable de concevoir un système d'essai complètement dédié, de mettre en place ensuite, quand on teste le matériau, une instrumentation, alors les jauges de contraintes classiques, mais aussi des systèmes de monitoring sur les composants à tester, donc notamment la thermographie infrarouge et surtout l'émission acoustique. Et on met en place ensuite le programme d'essai. On fait l'analyse croisée des données d'essais mécaniques et des données recueillies par les systèmes de monitoring sur les éprouvettes ou les structures, ce qui nous permet d'avoir de la plus-value des données sur les matériaux et les structures. Donc concrètement parlant, donc là j'ai dressé un peu une liste de quelques exemples de réalisation. Donc par exemple ici, vous voyez ici, c'était une machine que l'on a conçue, ce qu'on appelle un dévidoir, dans lequel l'objectif de client c'était d'avoir une machine qui lui permette de contrôler la qualité de bandes composites pré-imprégnées et de détecter donc des défauts dans ces bandes composites pré-imprégnées. C'est des bandes composites qui servent à fabriquer des tubes en composite. Et donc, on a conçu une machine basée sur la thermographie infrarouge et un système d'analyse d'image qui permet de contrôler automatiquement les défauts ici que vous voyez dans les bandes en composite. Donc, ça a permis au client d'améliorer les performances et de fiabiliser son contrôle. Et c'est une machine qui est installée actuellement dans une usine chez un de nos clients. Et il y a un autre client également intéressé. Dans le domaine de l'industrie offshore, on a également mis au point un système de monitoring sur site par émission acoustique, donc sur des risers. Alors les risers, ce sont ces grands tuyaux qui sont utilisés dans les plateformes offshore pour faire injecter ou remonter des hydrocarbures ou autres fluides. Et ce sont des tuyaux qui sont ils sont multicouches, donc composés de polymères
couche polymère et d'acier. Et le système de monitoring que l'on a mis au point, il permet en fait de détecter et de localiser également les ruptures en fatigue des fils d'armure, donc des fils d'acier qui se trouvent dans ces risers. Donc alors même que ces fils sont enterrés, on va dire, sous diverses couches de polymère. Donc c'est un système de monitoring qui a été installé sur plateforme offshore. Là on voit la mer ici avec le riser qui rentre dans la mer et avec un système de surveillance à distance et un système d'alarme. Voilà. Donc, dans le domaine de la R&D, là, il s'agissait d'une étude conjointe avec l'IFPEN qui visait à améliorer le design en fatigue de connecteurs pétroliers en acier. Et dans ce cadre-là, on a utilisé les missions acoustiques pour contribuer à l'étude et notamment avoir non pas un nombre de cycles à rupture, des données du nombre de cycles à rupture comme les courbes de Wöhler, mais du nombre de cycles à l'amorçage. Parce que l'émission acoustique permet en fait de détecter les dommages à un stade précoce, donc on peut détecter l'amorçage en fatigue sur une structure métallique. Ici, c'est un autre projet donc sur du composite où on a utilisé l'émission acoustique pour discriminer les différents dommages qui apparaissent dans un composite lors de sa sollicitation, notamment les fissurations de matrices, les décohésions fibres-matrices ou les ruptures de fibres, avec une discrimination, une analyse fréquentielle qui permet de discriminer les différents types de dommages. Donc on a une information avec l'émission acoustique sur le type de dommage qui a lieu dans le composite. Donc ça fait l'objet de publications. Dans le domaine du transport automobile et ferroviaire, vous voyez ici tout un ensemble d'essais qu'on a pu faire par le passé sur des composants structures composites, métalliques ou multimatériaux en phase de développement ou de qualification. Donc ici, par exemple, une simulation d'effort de freinage sur des coques composites de voitures de course. Ici, c'était des essais de fatigue sur un plancher de train en composite dans le cadre d'ailleurs d'un projet e-trans assez ancien, avec toujours un monitoring par émission acoustique qui permet de localiser, de détecter l'apparition des dommages dans le composite pendant l'essai et aussi de localiser les zones de dommages, alors même qu'on ne voit pas encore les dommages de façon macroscopique. Et ici, donc, pareil, des essais de fatigue sur une voiture complète monitorée par émission acoustique. Donc ça, c'est des exemples de bancs d'essais mécaniques qui ont été conçus par les équipes de Compiègne également. On va retrouver, je ne vais pas détailler, des bancs de fatigue, bancs de fluage, des bancs de flexion sur métallique ou composite d'ailleurs. Et ici, vous voyez le type de banc le plus grand qu'on a pu faire, qui fait 10 à 15 mètres de hauteur, qui visait à tester un flexible en fatigue à température cryogénique. Des exemples de projets en cours, donc en ce moment, donc on travaille sur l'utilisation de la thermographie infrarouge pour détecter les endommagements et caractériser les endommagements dans les composites à matrice céramique. Donc ça, c'est pour des applications plutôt défense. Et donc, on aide nos clients à mettre au point des procédures et des systèmes de contrôle basés sur la thermographie infrarouge. Dans le domaine de la construction métallique, on est lancé aussi dans une étude pour évaluer la thermographie infrarouge, donc pour détecter des défauts débouchants, des défauts surfaciques dans les soudures, par exemple ici la fissuration à chaud, en remplacement des méthodes traditionnelles qui sont le ressuage et la magnétoscopie qui utilisent des produits chimiques. Et donc là, ça viserait à utiliser une méthode plus sensible sans produits chimiques. Dans le domaine ferroviaire, on développe aussi un système de surveillance par ondes guidées, donc là c'est des ultrasons, pour la détection d'endommagements dans des rails. Donc on peut détecter des pertes de matière sur les rails, des ruptures ou des desserrages d'éclisses. Donc avec ici, vous voyez des capteurs qui sont installés et un centre donc des données qui sont envoyées sur un centre de surveillance. Donc ça, ce sont des dispositifs qui sont actuellement en phase de test chez deux de nos clients.
Donc l'objectif de notre adhésion, nouvelle adhésion, en fait, réadhésion au réseau e-trans, hein, puisque l'entité de Compiègne y adhéra déjà il y a quelques années, mais ensuite travailler exclusivement, on va dire, en R&D pour les besoins de Technip. Donc c'est de renouer des liens, de nouer des liens avec le tissu industriel régional, de participer au maximum à des projets de R&D et de mettre à disposition aussi nos moyens d'essai, nos plateformes d'essai, nos savoir-faire pour donc tester, qualifier de nouvelles solutions pour le transport. Donc des nouveaux matériaux, composites métalliques, des nouveaux designs ou même des nouvelles solutions de contrôle. Et au-delà de la plateforme de Compiègne, vous voyez qu'on a aussi des moyens, on a une plateforme également dans l'Est de la France où on peut tester des caisses entières de métro ou de train. Là, c'est une dalle de 24 mètres par 5 où on applique on teste donc en fatigue des caisses. On peut appliquer de la fatigue verticale, des chargements multi-axiaux, soit sinusoïdaux, soit amplitude variable. Voilà. Et on peut faire également, voilà, ici par exemple, une machine qui permettait de tester des câbles d'interconnexion, des câbles électriques entre des voitures de RAM. Voilà, donc voilà quelques exemples de nos réalisations. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Anthony. Alors j'ai noté déjà une première question dans la conversation. Alors, pas de contrôle par radiographie et liquide pénétrant. Si, on fait effectivement de la radiographie classique, la radiographie également numérique, la digitale, radiographie DR avec des panneaux digitaux, donc qui apporte effectivement, c'est une nouvelle méthode de radiographie qui apporte un plus. Voilà, donc il y avait la radiographie et quelle autre méthode? Les liquides pénétrants, enfin. Oui, bah ça c'est plutôt les liquides pénétrants, c'est plutôt la méthode de ressuage, mais effectivement, on en fait beaucoup et on cherche à un petit peu à trouver des substituants à cette méthode de contrôle par ressuage parce que ça utilise des produits chimiques. Alors maintenant, il y a des produits chimiques un peu biodégradables, enfin, qui sont plus respectueux de l'environnement, qui sont développés, mais on travaille aussi sur ce genre de méthode euh, sans, sans liquide, sans produits chimiques. Donc là, on travaille sur la thermographie infrarouge, mais aussi la thermographie infrarouge, mais aussi par exemple les courants de Foucault multi-éléments qui permettent de détecter des défauts sans appliquer de produit. D'accord, alors, j'ai d'autres questions, merci. Alors peut-être pas toutes les passer parce qu'on va être un peu pris par le temps, mais de toute façon, encore une fois, hein, j'en profite pour appeler, n'hésitez pas à revenir vers moi, hein, je me ferai volontiers une mise en relation avec Monsieur Le Guello. Est-ce que vous monitorez des déformations plastiques? Et si oui, est-ce que vous allez jusqu'au crash? Et monitorer des déformations plastiques, je pense que oui, hein, puisque on teste des matériaux bah, jusqu'à rupture, donc éventuellement en y appliquant des missions acoustiques. Effectivement, oui, oui, on mène en général, en fait, l'émission acoustique nous sert en fait à définir des seuils d'endommagement dans les matériaux. Alors dans les composites, on va être capable de détecter les endommagements naissants, les premiers endommagements irréversibles dans le matériau et dans les métaux, par exemple, oui, effectivement, on va commencer à voir apparaître la plasticité et effectivement à faire du monitoring à ce niveau-là, lors de, lors de nos essais. D'accord, merci. Alors, peut-être juste une dernière petite question avant de passer la main à l'intervenant suivant. Est-ce que vous avez des liens aujourd'hui avec des partenaires académiques dans le cadre de montage de projets? Euh, Bah, pas énormément, à vrai dire. Et effectivement, on cherche beaucoup
à s'associer effectivement à des partenaires pour des projets R&D, effectivement. Parce qu'en fait, l'entité de Compiègne, qui était Cybernetics, en fait, était une filiale de Technip Energy et travaillait exclusivement en R&D, on va dire, pour un seul et même client qui était Technip Energy. Donc pendant de longues périodes, on va dire que ça fonctionnait en interne sans forcément faire appel à des partenaires externes. Et c'est vrai qu'il faut reconstruire effectivement des partenariats. Et bien, parfait. Écoutez, malheureusement, on va être obligé d'en rester là pour le moment. Encore une fois, hein. N'hésitez pas à revenir vers moi pour les mises en relation avec l'Institut de soudure et Monsieur Le Guello. Je vais Ouais. passer la main maintenant à Johan Rebourg de F Initiative. Johan, alors je ne sais plus ce qu'on a convenu. Tu veux que je partage la présentation ou tu t'en charges? Je m'en charge, je suis en train Eh de bien, le faire. parfait. Je te passe la main. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Hop là. Ah, c'est tout bon. Je pense que tu peux peut-être juste passer en mode diapo. Ouais, c'est en train. Et c'est parfait. Ok, bonjour à tous. Merci en tout cas d'être présent. Merci à iTrans de me donner ce créneau en tout cas pour pouvoir évoquer une activité qui est particulière, hein, qui est moins technique comme tu le disais tout à l'heure Nicolas, qui est effectivement focalisée plus sur des sujets de financement, de fiscalité, donc de la R&D et de l'innovation, mais ce qui fait totalement sens effectivement au regard des objectifs de iTrans, de favoriser l'innovation. F Initiative, donc du coup, qui on est? Donc on est un cabinet spécialisé en financement de l'innovation. On est un acteur historique de ce marché. Alors c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Vous avez tous peut-être probablement sollicité à votre niveau, en tout cas par des cabinets éventuellement confrères. Pour le coup, l'élément différenciant effectivement que l'on a chez F Initiative, c'est qu'on est un ancien et on est extrêmement focalisé sur ces sujets. D'autres acteurs de notre taille seraient un petit peu plus diversifiés. Mais voilà, donc c'est un choix, en tout cas stratégique, sur un marché qui est un peu particulier, de pouvoir se concentrer sur ces sujets. Voilà quelques chiffres pour les commenter assez rapidement. On a 2000 clients qui aujourd'hui ont fait l'objet de sectorisation. Et pour ma part, donc, j'ai la charge tout simplement de piloter commercialement, en tout cas, l'activité, le secteur de la mobilité, qui représente à peu près 300, entre 300 et 350 clients, je dirais. Voilà. Donc ça va effectivement de l'aéronautique. Vous l'entendez probablement dans mon accent, c'est pour ça aussi que je pilote cette activité depuis Toulouse. Mais on a également un historique très fort avec le secteur de l'automobile. Et puis sur les autres secteurs, on accompagne également tout le volet ferroviaire, maritime et des activités industrielles qui sont un peu plus diversifiées, mais qui adressent le marché de la mobilité. Le cabinet, aujourd'hui, on est 250 salariés. La répartition des salariés, de la typologie des salariés, en tout cas, elle est assez claire. On a 80% d'ingénieurs, chercheurs, docteurs qui sont missionnés tout simplement sur chacune des missions et qui, eux aussi, sont sectorisés, qui sont eux aussi spécialistes par thématique. Alors, ça peut être de la mécanique, de l'IT, de l'IA, que sais-je. Mais effectivement, ils sont ensuite répartis sur les missions en fonction de leurs compétences et de leur background. Voilà. On fait un chiffre d'affaires d'à peu près 30 millions d'euros, ce qui fait de nous, en tout cas sur cette activité, un leader sur le marché. La principale activité aujourd'hui, effectivement, on accompagne donc les entreprises qui ont des projets R&D et qui les valorisent au titre de CIR, on les accompagne donc sur la méthodologie et notamment sur le volet fiscal en cas de contrôle, par exemple. Et la part de marché qu'on pourrait avoir, en tout cas sur ce sujet, elle est importante puisque le CIR aujourd'hui, ça représente environ 8 milliards de créances, hein, à l'échelle nationale. Et pour notre part, en fait, on accompagne 500 millions à peu près de déclarations. Voilà. Donc,
pour creuser un petit peu dans les expertises qu'on est capable de livrer, je dirais que l'essentiel de notre activité se répartit effectivement sur les deux missions, les deux expertises bien spécifiques, donc le CIR et le C2I, avec des missions annexes hein, qu'on considère comme annexes elles sont liées à ces sujets de fiscalité, donc la notion de statut de jeunes entreprises innovantes, les agréments, les crédits d'impôt collection, les prix-financement, etc. Et effectivement, un volet à des subventions sur lequel, bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard, on accompagne les entreprises effectivement à identifier, quand ils ne sont pas accompagnés par un pôle de compétitivité, par exemple, des dispositifs de financement. Voilà, donc ça, c'est vraiment effectivement, les expertises, les quatre qui sont listées sur la droite sont la finalité, puisqu'on va mobiliser du financement, alors que ce soit de manière proactive ou après les dépenses. Mais effectivement, on accompagne également sur d'autres sujets de structuration au travers de missions sur le management de l'innovation, des études de vulnérabilité, de la formation, également sur le volet du recrutement, puisqu'on a un service spécifiquement dédié. Tout en bas à droite, j'ai également présenté des typologies, enfin en tout cas des types de clients que l'on accompagne aujourd'hui. Alors forcément, j'ai essayé de l'orienter sur la mobilité. Ici, j'ai essayé de mixer des très gros groupes que l'on accompagne donc sur des sujets avec des enjeux extrêmement importants. Je pense à Stellantis ou OP Mobility, mais également des plus petites entreprises, des PME, des startups, dès lors que de toute façon ils ont une connotation innovation ou R&D, on est en mesure aujourd'hui de les accompagner. Je passe à la suivante. Qu'est-ce qui fait notre différenciation? J'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a donc cette historique, on est créé depuis 1991. On est un vieux de la vieille, en tout cas sur le marché, mais on a une particularité, c'est qu'on est spécifiquement orienté sur la sécurisation, en tout cas des dossiers, sur la veille fiscale et juridique de ces dispositifs, et notamment sur le CIR, sur lequel on a récemment publié deux ouvrages, dont un qui est publié chez les éditions Lefebvre d'Alloz, qui est un petit peu la Bible des directeurs administratifs et financiers, sur lequel voilà, on fait des retours, en tout cas sur les évolutions fiscales, les nouvelles interprétations. Sur la partie fiscale, aujourd'hui, comme je disais, on est très armé. Ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est que parmi les 2000 clients, vous voyez, on a à peu près 200 contrôles fiscaux qui sont ouverts par an. Donc, entre ceux qui se ferment et ceux qui s'ouvrent, on a 200 qui sont actuellement ouverts. Des taux de validation de ces montants contrôlés qui sont extrêmement élevés, hein, qui atteignent quasiment les 99%, ce qui dénote quand même notre approche qui ne va pas vers l'optimisation, en tout cas, de ces dispositifs, parce que c'est aujourd'hui assez risqué. Ça n'a pas forcément été le cas dans les années 2010. On était plutôt à l'ère de l'optimisation. Aujourd'hui, on est plutôt à l'ère de la sécurisation. Et effectivement, sur des enjeux qui sont extrêmement importants, puisque on a aujourd'hui en mobilité 8 clients qui dépassent aujourd'hui les déclarations de 15 millions. Voilà. Quelques jurisprudences qui sont à noter, en tout cas qui ont fait sens et qui sont aujourd'hui fondamentale, en tout cas dans l'interprétation du CIR et de ses règles. Je prends l'exemple de la jurisprudence de la FNAMS qui concernait la valorisation, par exemple, de sous-traitance qui n'était pas directement de la R&D, mais qui était nécessaire à la R&D. Donc, dans un premier temps, ces dépenses avaient été rejetées. Et par ce travail effectivement juridique et fiscal, en tout cas, on a réussi aujourd'hui à faire passer ça en jurisprudence, et c'est aujourd'hui une règle qui est appliquée par l'ensemble des cabinets. Voilà, et en parallèle de ça, évidemment, on discute, si vous voyez la fresque c'est en dessous hein, de la slide, on discute évidemment avec les institutions pour avoir cette veille qui est toujours à jour, évidemment, et on a ce travail de lobbying sur lequel aussi on partage nos expériences pour aller défendre en tout cas ce dispositif qui est extrêmement challengé aujourd'hui, puisque on sait que les finances de l'État français ne sont pas ouvertes, et c'est des dispositifs qui sont aujourd'hui parfois attaqués. Voilà.
Alors j'aime bien les logos, vous voyez. Quelques partenariats que je mettais en avant, donc évidemment celui d'E-Trans, d'Aerospace Valley par exemple, et évidemment des relations avec des opérateurs du financement de l'innovation, je pense notamment à la BPI, la médiation des entreprises évidemment pour pouvoir effectivement correspondre à cette volonté de conformité, en tout cas sur le marché qui est en grande évolution. Bon, je ne fais pas plus sur ce dispositif, mais voilà, dire que tout simplement, on a un réseau assez important en termes d'animation, et effectivement un réseau d'experts complémentaires qui peuvent nous accompagner. Donc, des spécialistes de la propriété intellectuelle, et effectivement un réseau interne qui nous permet de défendre les dossiers jusqu'au bout. Pourquoi notre partenariat avec e-Trans? C'est assez simple, ça nous paraissait aussi naturel. C'est dit dans le leitmotiv de e-Trans, l'innovation des membres, hein, qui est hyper importante et que nous on cherche à dynamiser. Donc on a trouvé du sens en tout cas dans cette volonté de la mettre en avant, cette innovation. Il y a une volonté aussi de construire en tout cas, d'augmenter cette relation avec e-Trans qui intervient notamment sur l'identification de dispositifs de financement. De notre côté, on trouvait intéressant de pouvoir apporter ce support sur le montage et la rédaction des dossiers, voire même le pilotage des projets. Voilà, il y avait une manière assez simple, tout ça, de toute façon, de collaborer. Et effectivement, après, c'est d'apporter du soutien aux membres directement sur les autres dispositifs, hein, dont on parlait tout à l'heure, notamment le CIR, sur lequel on se tient à l'écoute tout simplement pour pouvoir engager des discussions approfondies et dans l'idée de sécuriser et optimiser ces financements. Voilà pour ma part. Je ne sais pas s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre en tout cas, pas de souci. Merci, Anne. Alors, je vois une première question hein, dans la discussion. Quel est votre modèle de rémunération? Enfin, Ah, sur les missions, alors il y a une précision sur le CIR, hein, notamment si je fais un focus sur ça. Il y a plusieurs modèles de rémunération qui sont envisageables. Généralement, ce qui se pratique le plus, enfin historiquement, qui n'est pas forcément celui qui est le plus adapté, mais c'est effectivement une commission de succès, c'est-à-dire on détermine un pourcentage du montant du CIR déclaré par année, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Néanmoins, ça reflète pas spécifiquement la charge de travail que l'on pourrait avoir dans une mission. Donc, on a tendance, les évolutions du marché nous ont amené aussi à proposer du forfait, c'est-à-dire qu'avant même la mission, on sait combien de temps on va passer sur la rédaction du dossier, sur les audits, etc. Et à partir de là, on estime qu'on va y passer 10, 15, 20 jours et on détermine un forfait avant même le début de la mission. Passage, petit point technique, mais effectivement, ce forfait étant plus avantageux sur le calcul du CIR. Il ne vient pas l'impacter. Il y a une règle qui nous impose de soustraire le montant de notre rémunération si elle est à la commission, de les soustraire des dépenses éligibles. Donc, ça vient dégrader le CIR. Donc, le forfait commence à prendre une place assez importante. Et effectivement, le dernier modèle, c'est un mix des deux, c'est-à-dire un forfait sur un montant prédéfini. Et si on dépasse ce montant prédéfini, si on optimise en tout cas les montants de tir, on peut prendre sur cette optimisation une commission supplémentaire. Ça permet de challenger tout simplement le cabinet qui est en place. d'accord. Alors, une deuxième question, hein. Est-ce que vous intervenez pour l'amorçage? C'est-à-dire les premières déclarations, évidemment. C'est même le moment de le faire, je dirais, parce que c'est des moments où on intervient également sur tout le volet structuration de la R&D, c'est-à-dire que c'est un moment assez fondamental puisque on peut réellement intégrer le CIR dans la stratégie de l'entreprise, commencer à inculquer auprès des personnes qui sont en charge des projets R&D, de documenter, de tracer leur activité, etc. C'est hyper important. Ça fait partie d'un travail de structuration et justement, c'est effectivement là que c'est intéressant, notamment sur des sociétés nouvellement créées ou des PME qui pourraient être largement challengé en cas de contrôle par l'administration fiscale. Ouais, ça, c'est tout à fait possible. Merci, Yoann. Alors, peut-être encore
une ou deux questions avant de passer à l'intervenant suivant. Est-ce que dans les projets que vous avez été amené à accompagner ces derniers temps, vous constatez des tendances sur des thématiques particulières? Quand tu parles de projet, tu parles du CIR, plutôt du volet des subventions. Plutôt à des subventions, enfin. C'est-à-dire quel type de tendance tu évoques? Plutôt sur des thématiques, sur des filières en particulier, Ah, automobile, alors, oui, ferroviaire. sur la filière mobilité au sens large, on a des évolutions, en tout cas de pratiques, en tout cas de la publication notamment des appels à projets, ce que l'on constate. Alors, il y a Christelle, qui est ma collègue et qui est à l'écoute là, qui est dans l'audience. Mais oui, il y a des évolutions, notamment sur, par exemple, le spatial ou l'aéronautique. On a vu des institutions type DGAC ou CNES prendre le relais, en tout cas sur les financements. On passe plus par la BPI, par exemple. En tout cas, ça a été au début de France 2030, ça a été le cas et ça l'est moins. Donc, on sent que le besoin se recentre en fait sur des besoins techniques qui sont formulés par les gros acheteurs et qui ensuite sont répercutés, je dirais, dans les financements. Sur le volet automobile, on reste quand même sur des fonctionnements qui sont relativement assez classiques, puisqu'on a eu deux appels à projets en particulier qui ont animé cette dernière année, je dirais l'Investauto et le Coram. C'est des dispositifs qui sont relativement classiques. Mais effectivement, sur des secteurs et des filiales plus spécifiques, on constate que c'est des institutions plutôt expertes, en tout cas historiques, qui pilotent ces sujets. Ouais. Mm. Mais D'accord. il y a toujours des financements, il y a toujours des financements, mais ils sont, faut aller chercher un petit peu plus. Voilà, faut aller creuser à un endroit précis. Mm. Bon, parfait. Alors, je propose peut-être d'en rester là. Je vois que le Ouais, temps passe pour rester à peu près merci. dans les clous. De toute façon, Yann, je pense qu'on peut on peut le dire, hein, quand bien même la date n'est pas fixée. On vous donnera rendez-vous à la rentrée pour un webinaire, hein, plutôt dédié justement à la fiscalité de l'innovation. Donc, on pourra revenir sur ces sujets un peu plus en profondeur. Ok, parfait. Merci en tout cas. Merci Johan. Je vais passer la main à Monsieur Bourdi. Merci Johan d'avoir rendu le partage. Monsieur Bourdi, je vous invite à partager votre présentation. Enfin, Oui, bonjour à et toutes et puis tous. je, Hop, eh ben, ça on voit fonctionne? bien. Même chose. Je vous invite peut-être à passer en mode. Ah ben non, c'est tout bon. Allez-y, je vous C'est en tout prie. bon? C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous accueillir là pour cet événement aujourd'hui. Donc, moi, je représente l'IRT Jules Verne, l'Institut de recherche technologique qui est basé à Nantes. Et cet IRT, il y en a 8 en France, il est orienté sur les activités de manufacturing. Donc, c'est vraiment l'ADN de l'IRT Jules Verne, hein, c'est, je l'ai mis en haut à droite là, mais accélérer l'innovation et le transfert technologique vers les usines. Donc nos clients principalement sont des industriels qui transforment et qui fabriquent, et principalement en France. L'IRT en quelques chiffres, on est un petit peu moins de 150 personnes. Je vais essayer de mettre le petit viseur si j'arrive à le... Tac. Dont une centaine d'ingénieurs, techniciens, experts R&D. Donc c'est vraiment le gros de la troupe à l'IRT, parce qu'on va être répartis en 5 équipes de recherche, et donc c'est vraiment là où on va mettre nos efforts. On a un autre point qui est important que je voulais souligner aujourd'hui, on a 4000 m² de halles technologiques, donc on a un atelier dans lequel on va vraiment avoir des moyens industriels, des pièces échelle 1, sur les différentes filières d'action. J'y reviendrai juste après. On a été créé en 2012, donc on est un des plus vieux IRT, avec une expérience maintenant qui est solide. Et puis comment on travaille avec un IRT de façon plus générale, je vais être assez synthétique, mais il y a deux formats principaux. Le premier, c'est les projets collaboratifs, les projets R&D collaboratifs, avec lequel effectivement on vient réunir un consortium d'industriels et de partenaires autour d'une thématique technique. Et puis, on a un boost avec France 2030 pour des projets qui vont aller d'une durée, allez, je vais dire, entre 2 et 4 ans. Voilà, on va engager des grands groupes, des ETI, des PME, des académiques. Donc voilà, ça, c'est ce pourquoi
les IRT ont été créés il y a quelques années. Et puis, en parallèle de cette activité, on a une activité de prestation de services en B2B, des prestations de R&D, des prestations sur équipement, des prestations de transfert et de formation. Donc voilà un petit peu le fonctionnement synthétique là, de l'IRT. On va travailler sur 3 axes qui vont effectivement s'appliquer à nos filières privilégiées. Aujourd'hui, dans les grandes lignes, l'IRT Jules Verne travaille pour l'aéronautique, le secteur de l'énergie, la défense, le naval, et puis le ferroviaire, justement, d'où notre participation aussi au Polytrans, assez récente, mais parce que on a un intérêt à se faire connaître de l'écosystème des mobilités et du ferroviaire pour élargir notre réseau et puis aussi disséminer ce qu'on a pu développer sur d'autres filières également. Donc ça, c'est un intérêt important pour nous. Donc trois axes, la performance, la flexibilité, la transition. L'idée étant de rendre nos usines compétitives et de réduire nos coûts de production à travers, par exemple, la conception de pièces en intégrant les contraintes du procédé. Je vais souvent revenir à la notion de procédé, parce que c'est vraiment chez nous quelque chose d'important. Améliorer la performance, les coûts et les cadences. On est souvent sollicité par les industriels sur cet axe-là. Réduire les coûts de contrôle. On n'était pas plus tard que ces derniers jours au Salon Cofren à Lyon, et effectivement, c'est des sujets qui remontent énormément, particulièrement sur certaines filières là, qui sont dans des développements et des montées cadences importantes. Monitorer l'outil de production, l'idée aussi, c'est d'aller vers de la qualité prédictive. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples après, mais voilà, c'est vraiment sur des choses sur lesquelles on travaille. Sur la flexibilité, on nous demande aussi de développer des procédés flexibles, intelligents, un peu versatiles. Optimiser le déploiement des robots aussi. Donc ça rentre dans le cadre de l'automatisation des lignes. La transition, limiter l'impact environnemental. On va mettre en œuvre des matériaux et des procédés un peu plus frugaux, réduire les temps et les coûts de développement des procédés. Oui, il faut industrialiser plus vite. Donc, comment on fait ça? Et pour répondre à tout ça, on a 5 équipes techniques. Et je pense que c'est important de retenir ça pour l'IRT. On a 2 équipes procédés. Donc, on va considérer entre 15 et 20 personnes dans chacune des équipes. Donc, une équipe procédés matériaux composites, une équipe historique à l'IRT, qui va travailler sur principalement les procédés de mise en œuvre avec de la fibre sèche, donc le travail autour des préformes pour faire de l'injection, du RTM. Ensuite, on va avoir tous les procédés de formage, la thermocompression, l'estampage, le surmoulage. Et puis, on va travailler aussi, alors, principalement pour l'aéro, mais sur l'assemblage par soudure thermoplastique. Donc, voilà, là, on va vraiment fabriquer des démonstrateurs et des pièces échelle 1 avec cette équipe, entre autres. Sur l'équipe procédés matériaux métalliques, on a vraiment 2 axes principaux, l'assemblage par soudage, arc, laser, FSW, et puis la fabrication additive, WAM. Donc c'est vraiment les 2 axes sur lesquels on travaille. J'avais mis automatisation de la réparation parce que c'est des sujets aussi qui reviennent chez nous. Et puis autour de ces 2 équipes procédés, on a une équipe modélisation et simulation. Nous, on ne va pas modéliser, simuler ou faire du calcul de structure sur des pièces. Par contre, on va plutôt simuler et modéliser les procédés de fabrication et les moyens de production, comme les outillages, par exemple. Donc, on va simuler et modéliser les procédés pour réduire les temps d'industrialisation et les coûts aussi associés, pour améliorer les non-qualités. On va travailler sur la simulation et l'optimisation de l'outil de prod. Principalement, je vais prendre un exemple, mais les outillages, on va gérer les distorsions sur les outillages quand on met en œuvre des procédés en température. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Une autre équipe aussi importante à l'IRT, robotique et cobotique, parce qu'on bien souvent, ce qu'on nous demande aussi, c'est d'aller automatiser, d'aller robotiser un peu les développements. Là, je vous ai mis quelques petits exemples d'un développement récent pour Airbus et Daher sur de l'automatisation de contrôle, à la fois visuel, cosmétique, dimensionnel et santé. Et puis, on a une dernière équipe, surveillance, inspection et contrôle. Donc là, on va surveiller, monitorer les procédés, automatiser les essais de CND, et puis de plus en plus de sujets autour de l'analyse automatique des données, avec de l'IA ou pas, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on est sollicité de plus en plus. L'intérêt aussi à l'IRT, c'est que ces 5 équipes, elles vont collaborer. Donc si je prends l'exemple, par exemple, du procédé de soudage,
on va être en mesure de corréler à la fois la partie manufacture du procédé, mais également le modéliser, l'automatiser et le monitorer et le contrôler. Voilà, on essaie de faire une boucle procédé. Je vous montre maintenant quelques exemples de réalisation pour illustrer un petit peu tout ça et peut-être pour vous donner aussi des idées. Là, une collaboration avec Framatome sur du scan and plan. Donc là, on est venu travailler pour effectivement robotiser, automatiser le rechargement de pièces par fabrication additive en venant générer en automatique des trajectoires de rechargement. Donc là, on a fait sur un exemple avec Framatome, où là, on est venu voilà, récupérer une surface, la traiter, l'automatiser en termes de programmation, et puis venir opérer l'opération de rechargement souhaitée. Un autre exemple plutôt dans le milieu composite, où là, on est venu développer un grand C pour JL Scare, un grand C composite pour des interventions en imagerie. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'alléger la structure traditionnelle et améliorer aussi la cinématique, voilà, lors de l'opération. Donc là, on a vraiment développé à la fois le procédé et la pièce. Et puis, l'idée était quand même de transférer chez un industriel. Aujourd'hui, c'est Loirtec, du coup, qui a repris cette activité. Donc nous, on les a accompagnés jusqu'à l'industrialisation. Voilà. Un autre exemple d'assemblage aussi, alors là, l'exemple est montré sur une aérostructure. On pourrait l'imaginer sur un élément aussi mobile type ferroviaire, où là, on est venu mettre en place une solution d'asservissement visuel pour venir assembler deux grands sous-ensembles. Là, l'objectif atteint était de réduire par 5 la durée d'assemblage par rapport à l'assemblage conventionnel de ce type de structure. Donc là, on a une forte compétence à l'IRT Jules Verne sur l'asservissement visuel, sur la perception et l'asservissement automatisé. On avait posé des brevets sur ce sujet. Donc ça, c'est des sujets qui vraiment voilà, sont développés à l'IRT, à la fois sur des structures de grande dimension ou des plus petites structures, et multifilières. On a en ce moment un projet sur une filière énergie où on est effectivement en train de mettre en œuvre ce type de briques technologiques. Là, c'est pareil, hein. L'idée, c'est de transférer. Donc, on transfère petit à petit chez l'industriel les différentes briques pour une application en série. Le sujet, je l'ai un petit peu anticipé tout à l'heure, mais il est illustré ici, c'est l'automatisation avec une plateforme combinée pour faire du contrôle CND. Là, l'idée, c'est qu'on va non plus avoir des massifs et des postes dédiés à un certain type de contrôle, c'est plutôt un robot multifonction qui va se déplacer à la pièce et qui va venir assurer différents types de contrôles. Donc là, c'est dans le cadre d'un projet collaboratif. On a réuni 2 donneurs d'ordre dans Airbus d'AR. Et puis, on a été accompagné aussi avec Testia, Axiom pour l'intégration et le CEA List. Et donc là, l'idée, voilà, c'était de venir faire cette plateforme multifonction. Donc le projet continue parce que les premiers résultats sont prometteurs dans le cadre de diminution des coûts de contrôle et ça permet aussi d'envisager la montée cadence. Voilà. Donc ça, c'est des sujets qu'on traite en ce moment. Une autre illustration de ce qu'on peut faire et qui est aussi aujourd'hui un sujet qu'on retrouve dans beaucoup de filières, c'est le contrôle visuel automatisé. Alors par IA, là dans le cadre de l'exemple que l'on montre, c'est l'exemple d'un panneau acoustique d'entrée d'air chez Airbus, où on est venu automatiser à 100% l'acquisition des images et puis le traitement pour aller jusqu'à la restitution opérateur. Donc là, l'idée, c'était vraiment de réduire le temps de contrôle. Là, on est passé de 20 minutes à 2 heures. On est plus reproductible parce que c'est des motifs qui sont un petit peu compliqués à observer. Et puis, on a des niveaux de performance qui sont très élevés là sur la solution. Donc, on est en train de monter des niveaux de TRL pour justement, avec un objectif de transfert industriel. Voilà, nous, à l'IRT, on va travailler sur des niveaux de TRL de 3 à 7, pour vous donner un exemple. Pour ça aussi qu'on a un atelier qui permet de réaliser un certain nombre de démonstrateurs et de pré-séries. Donc, les sujets que je vous ai montrés, c'est des sujets sur lesquels on peut communiquer. À ce jour, je ne peux pas montrer d'exemple sur le ferroviaire.
entre autres. L'automobile, on a un petit peu moins d'activité en ce moment, mais clairement aussi, voilà, notre intérêt en intégrant le réseau e-trans, c'est de pouvoir peut-être aussi disséminer ce type d'application et voilà, et permettre à l'IRT effectivement de proposer ses services à la fois en projet collaboratif et en prestation sur les acteurs de la mobilité. Donc voilà, on est basé à Nantes, comme je vous disais en introduction, et si vous avez des questions, bah, je suis à votre écoute. Merci à vous. Merci, Denis. Alors, est-ce qu'on a des questions? Enfin, est-ce qu'en termes de technologie, aujourd'hui, vous nous avez présenté beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des axes de développement technologique qui sont prioritaires chez vous? Enfin, Alors, sur la partie métallique, on va effectivement pousser sur l'assemblage par soudage, comme je le précisais, et la fabrication additive fil, le WAM. C'est vraiment les deux, sur la partie métallique, c'est vraiment les deux familles de procédés qu'on va pousser aujourd'hui. Sur la partie composite, on va on a des moyens et on est très orienté autour des préformes textiles et des moyens aussi des procédés de formage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les grands axes qu'on va pousser. Bien sûr, quand on fait des analyses technico-éco, on embrasse un nombre plus large de procédés. Mais comme on a aussi un fort barissante à produire, effectivement, on utilise les moyens qu'on a à l'IRT, donc on va se concentrer sur ces procédés-là. C'est déjà un panel assez large, mais voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on met le focus aujourd'hui. d'accord. Merci. Et sur le composite, bah, TD, thermodur, thermoplastique, bien sûr, sont les matériaux qu'on va mettre en œuvre. D'accord. En termes de montage de projet, vous parliez de partenariat, de sous-traitance. Est-ce que vous positionnez aussi en tant que porteur, en tant que leader sur certains projets? Alors, sur les projets collaboratifs, c'est l'IRT qui porte le projet, d'accord? Donc, qui est chef de projet et qui réalise des activités techniques dans le projet, à hauteur de 50% minimum des activités dans le projet, d'accord? Et à ce titre-là, l'IRT va amener 40% de financement avec France 2030 sur le budget du projet. Il y a deux axes aussi pour monter un projet. Le projet, il peut venir aussi des industriels qui vont avoir une problématique technique et qui vont soumettre cette problématique à l'IRT. Donc l'IRT avec l'industriel ou les industriels vont monter le consortium pour aller traiter ce sujet. Ou alors c'est l'IRT qui, par sa connaissance du marché et des besoins industriels, va proposer aux industriels euh, un projet et va essayer de réunir un consortium autour de ce projet-là. Voilà. Par exemple, en ce moment, on est en montage d'un projet qui s'appelle IA Formanuf, où on est en train d'agglomérer un certain nombre d'industriels et de partenaires pour travailler sur cette solution d'IA, de maintenance en conditions opérationnelles, de qualification dans l'industrie de ces solutions. C'est un exemple. D'accord, merci. J'ai une autre question dans le fil de la conversation. Les questions appellent les questions. Alors, on va encore en prendre deux, hein, si vous le voulez bien. On a déjà dépassé le créneau. Donc, une première question concernant les projets subventionnés dans lesquels vous êtes impliqués. Est-ce plutôt des projets au niveau national, européen, voire même régionaux? Alors, je ne l'ai pas précisé, mais oui, on participe à des appels à projets nationaux et européens. On a une cellule Europe. Effectivement, on participe et on monte des projets aussi avec la cellule Europe. Et effectivement, on a des appels à projets nationaux auxquels on participe. Donc oui, oui, je vais répondre oui à cette question. Régionaux également, hein, voilà. Donc oui. D'accord. Et alors, j'avais une question qui est en train de se rédiger, ça va pas plus loin. Euh, Très bien. Bah, écoutez, si j'ai pas plus de questions dans l'immédiat, de toute façon, encore une fois, hein, je le redis, hein, si vous souhaitez être mis en relation avec nos intervenants, n'hésitez pas à revenir vers moi, hein, je le ferai avec plaisir. Ah, attendez, j'ai une dernière question qui est en train de se rédiger.
on va donner quelques petites secondes. Et d'ailleurs, par rapport à la réponse que vous venez d'apporter, je voudrais apporter un petit complément d'information par rapport à ce que je vous ai dit en introduction. Mes collègues du service Europe ne pourront pas m'en tenir rigueur. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, hein. Nous, effectivement, il y a l'accompagnement de projets au niveau régional, national, mais on a également une cellule Europe pour accompagner nos adhérents sur le montage de projets européens. On constate même une tendance, justement, chez nos adhérents à aller se positionner sur ce type de projet, hein. Voilà, donc même chose, hein. En cas de besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, la dernière question, et ensuite on libérera tout le monde pour aller se restaurer. Quand vous parlez de robotique, vous parlez de machines industrielles ou aussi de robotique humanoïde? Alors sur la partie robotique, effectivement, machine industrielle, nous, on va aller jusqu'à développer des robots ou des cellules, on va dire pré-industrielles. Donc on va aller jusque-là. Et puis après, on peut passer la main, par exemple, à l'intégrateur de l'industriel ou à l'industriel lui-même. Donc on va aller quand même assez loin dans le développement et dans la fabrication. Sur la partie robotique humanoïde, alors à ce jour, humanoïde, pas encore. Par contre, on a des travaux et des réalisations sur de la navigation autonome. C'est des robots qui sont, et des ensembles qui sont ouais, associés à des opérations de production. Humanoïde, non, pas encore, mais bientôt. Alors, on va laisser la chance à une dernière question qui est en train de se rédiger. Alors, moi, le temps que la question soit rédigée, je vais juste vous partager une petite slide, hein, voilà. J'en profite. Alors, pour vous redonner les coordonnées, hein, de l'équipe opérationnelle. Et puis, je voulais également vous mentionner un événement. On est en train de travailler sur notre prochain Innovation Club. Donc, le programme est en construction. Je peux vous annoncer qu'il aura lieu le 7 juillet prochain aux Arts et Métiers de Lille sur la thématique de la multimodalité et de la continuité des parcours, hein, partage de données. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez un intérêt pour contribuer. La journée s'articulera autour de conférences, d'ateliers collaboratifs et de pitch. Voilà, alors, dernière question. Ah bah non, elle n'a pas été rédigé jusqu'au bout. Donc, bah, écoutez, c'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois nos trois intervenants de ce jour, hein, Monsieur Le Guello de l'Institut de Soudure, Yohan Regour pour F Initiative et Monsieur Bourdi pour l'IRT Jules Verne. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez être mis en relation euh, avec eux. Alors, j'ai une question concernant l'événement dont je viens de parler. Alors, on n'a pas encore communiqué. Le mois de mai était un peu compliqué avec les trous, les ponts, les congés à solder. Mais on reviendra vers vous très rapidement avec le save the date. Et puis, voilà, on vous invite à nous contacter si vous êtes intéressé pour participer à l'événement et à y contribuer. Voilà. Je vous remercie. Merci à nos intervenants encore une fois. Merci à tous les participants. Et bah, écoutez, je vous souhaite un bon appétit, un bon après-midi, et puis je vous dis à bientôt. Enfin, au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.